6 heures du matin. L'armistice est signé. Les hostilités prendront fin à 11 heures. Le ministre de l'Intérieur lance ses instructions au préfet. Illuminer, pavoiser, que les cloches sonnent à toute volée, que des salves soient tirées, afin de porter à la connaissance des populations la signature de l'armistice. Ce 11 novembre à 11 heures du matin, le soldat Achille Marius Maillet écrit à sa femme « Ma bien-aimée, pour la vie, tout est fini, la paix est signée, on ne tue plus. Le clairon sonne le cessez-le-feu. T'en fais plus, je suis maintenant hors de danger. » Cet armistice, on l'attendait depuis plusieurs jours. Un soldat, Eugène Poezevara, écrit à ses parents le 12 novembre. Les dernières 48 heures ont été insoutenables. Le 9 à 10 heures du matin, on lançait encore une attaque terrible dans la plaine de la Veuvre. Nous y avons laissé les 3/4 de la compagnie. Le 11 à 9 heures du matin, on apprend que tout est signé et que cela finira à 11 heures. 2 heures qui paraissent durer des jours entiers. Enfin, 11 heures arrivent. D'un seul coup, tout s'arrête. C'est incroyable. Tout le monde est content, mais triste. La mort plane encore dans l'air. Et l'officier Charles-René Ménard, en poste à la chefferie de Nantes, rapporte à sa femme le soir du 11 novembre. Ici, on a appris la nouvelle par le canon et les cloches. Aussitôt, tout le monde a eu congé partout. Les rues sont noires de monde, toutes les fenêtres pavoisées. On crie « Vive la France et vive l'Amérique !» Les larmes coulent et les visages rient. Certes, l'armistice ne mettait pas fin, loin de là, à toutes les difficultés. Mais tous les cœurs vibraient d'émotion en cette journée inoubliable que nous commémorons aujourd'hui. Dans le spectacle de lecture que vous allez voir maintenant, nous faisons revivre cette guerre au travers de flashs qui vont vous plonger successivement dans des situations vécues sur le front, mais aussi à l'arrière. Tous ces flashs vont composer peu à peu une sorte de fresque du vécu de la guerre par ses contemporains. Des séquences musicales assureront des liaisons, des respirations et accompagneront certains textes. Patrice Bourret et Bruno de Monès, Patrice Bourret qui est sur votre droite, le plus à droite, et au centre Bruno de Monès, donneront à entendre quelques chansons de l'époque. Ce spectacle est le fruit d'un travail d'équipe. Je voudrais remercier ici Nicole Brun, qui est à l'avant de la salle, pour sa participation au choix des textes, nos 2 chanteurs qui sont aussi lecteurs, et Jean-Marc Calou, mon époux, pour le décor, la musique et tout le reste. Il est à la régie avec les régisseurs. Et maintenant, place à l'histoire. Bonne écoute et bon spectacle. Et surtout, n'oubliez pas d'éteindre vos portables. Le feu couvait déjà dans les bas-fonds de l'Europe. Et la France, insouciante, en toilette claire, en chapeau de paille et pantalon de flanelle, bouclait ses bagages pour partir en vacances. Il ferait beau à la campagne ou à la mer. Les terrasses des cafés sentaient l'absinthe fraîche. Les trains regorgeaient de voyageurs. 2 mois de vacances en perspective pour les gens riches. Coup sur coup, dans ce ciel si pur, d'énormes éclairs zigzaguèrent. Ultimatum, ultimatum, ultimatum. Mais la France dit en regardant les nuages amoncelés vers l'est, c'est là-bas que se passera l'orage. Un coup de tonnerre dans le ciel léger de l'Île-de-France, la foudre tombe sur le ministère des Affaires étrangères. Priorité, le télégraphe fonctionne sans arrêt pour raison d'État. Les bureaux de poste transmettent des dépêches chiffrées portant la mention urgent. Sur toutes les mairies, on pose l'affiche.
La rue se bouscule, la rue se met à courir, les cafés se vident, les magasins se vident, les cinémas, les musées, les banques, les églises, les garçonnières, les commissariats de police se vident. Toute la France est devant l'affiche et lit « Liberté, égalité, fraternité, mobilisation générale ». Toute la France, dressée sur la pointe des pieds, serrée, fraternelle, ruisselante de sueur sous le soleil qui l'étourdit, répète « la mobilisation » sans comprendre. Une voix dans la foule comme un pétard « c'est la guerre !» Alors, la France se met à tournoyer, se lance à travers les avenues trop étroites, à travers les villages, à travers les campagnes. La guerre, oui, la guerre! Les maires saignent leurs écharpes, les préfets revêtent leurs uniformes, les généraux rassemblent leur génie, les ministres très émus, très embêtés, se concertent. La guerre, ça ne s'est jamais vu. On ferme les guichets, les coffres-forts, les usines, les bureaux. Les officiers de carrière se disent « l'heure sonne, fini de croupir dans les grattes subalternes ». Dans les rues grouillantes, les hommes, les femmes, bras dessus, bras dessous, entament une grande farandole étourdissante, privée de sens, parce que c'est la guerre. Ça commence comme une fête. Les cafés seuls ne ferment pas et l'on sent toujours cette odeur d'absinthe fraîche, cette odeur de temps de paix. Des femmes pleurent. Est-ce le pressentiment d'un malheur? La guerre, tout le monde s'y prépare, tout le monde y va. Qu'est-ce que la guerre? Personne n'en sait rien. La guerre, jusqu'à la fin du mois dernier, ce n'était qu'un mot énorme, barrant les journaux assoupis de l'été. La guerre, peut-être, oui, très loin, de l'autre côté de la terre, mais pas ici. Comment imaginer que l'écho même d'une guerre pût franchir ces rochers, farouches uniquement pour que semble plus doux à leurs pieds la vague, le gazon marin clairsemé, le chèvrefeuille, le sable? C'était pourtant la guerre, cette cancalaise dure, cette vendeuse de poissons qui avait cessé le mois dernier de bavarder et de rire, qui réclamait son dû en argent et en bronze et refusait les billets de banque, qui regardait au loin sur la mer venir le cortège des jours sans pain ni cidre. C'était la guerre, ce garçon épicier à bicyclette qui colportait au grelot allègre de sa machine des bruits de disette, des avertissements de cacher le sucre, l'huile, le pétrole. C'était la guerre. Dans Saint-Malo, où nous courions chercher des nouvelles, un coup de tonnerre entrait en même temps que nous. La mobilisation générale. Comment oublierais-je cette heure-là? 4 heures, un beau jour voilé d'été marin, les remparts dorés de la vieille ville, debout devant une mer verte sur la plage, bleue à l'horizon. Les enfants en maillot rouge quittent le sable pour le goûter et remontent les rues étranglées. Et du milieu de la cité, tous les vacarmes jaillissent à la fois. Le tocsin, le tambour, les cris de la foule, les pleurs des enfants. On se presse autour de l'appariteur au tambour qui lit. On n'écoute pas ce qu'il lit, parce qu'on le sait. Des femmes quittent les groupes en courant, s'arrêtent comme frappées, puis courent de nouveau avec un air d'avoir dépassé une limite invisible et de s'élancer de l'autre côté de la vie. Lettre de Maurice Maréchal, 2 août 1914.
J'ai embrassé mes camarades et le sergent, tout à l'heure, au départ. Combien reviendront? Je suis écœuré par ce que je vois. Un commandant absolument abruti. Il perd ses gants et son carnet en 5 minutes. Et m'explique vaguement qu'il est très fatigué du voyage, pendant que je le conduis chez le tailleur pour changer des cuissons. Quel commandant! On peut trembler en voyant cela. Et aussi tous ces réservistes, saouls, qui se vautrent sur le trottoir en bas. Et pourtant, en avant. Si je ne me battais pas, je souillerais à jamais toutes mes heures futures. Plus de joie pure, plus d'enthousiasme, plus d'exaltation pour le beau. Car je rougirais d'avoir tremblé pour ma vie. Pour oser regarder le soleil mourir sur la mer, il faut avoir osé soi-même regarder la mort en face. Voici. Après un mois de guerre, les troupes allemandes sont à 30 km de Paris. On craint le pire. Voici l'ordre du jour adressé aux armées par le général Joffre le 6 septembre 1914. Au moment où s'engage une bataille dont dépend le sort du pays, il importe de rappeler à tous que le moment n'est plus de regarder en arrière. Tous les efforts doivent être employés à attaquer et refouler l'ennemi. Une troupe qui ne peut plus avancer devra, coûte que coûte, garder le terrain conquis et se faire tuer sur place plutôt que de reculer. Dans les circonstances actuelles, aucune défaillance ne peut être tolérée. La grande route grouillait, bruyante et noire, comme une galerie de mines où l'on aurait soudain éteint les lampes à l'heure de la remontée. Toute une foule obscure qu'on ne voyait pas, mais qu'on sentait vivre, luttait dans cette nuit d'encre. Chaque troupe forant son chemin, et de cette cohue montait une rumeur de piétinement, de voix, de grincement de roues, de hennissements, d'injures. Tout cela confondu, mêlé comme se mêlaient la route et les hommes dans la même ombre épaisse. Cependant, il y avait de l'ordre dans cette cohue. Les territoriaux revenant à l'arrière, le régiment montant en ligne, les voitures, les caissons, tout avait son chemin. Les compagnies se croisaient coude à coude, rejetées contre le talus par des motocyclistes. « Appui à droite! À droite !» Les naseaux des chevaux d'artillerie nous soufflaient au visage. Les roues énormes des camions frôlaient les godillots. Et dans ce tumulte de choses et d'êtres, l'armée d'attaque enfonçait lentement ses colonnes au piétinement infini. Des hommes nous prenaient par le bras. « C'est vous qui allez attaquer. Les Sidis sont déjà là. Et il y a la chier de canon, vous savez. Hein » Alors, près de moi, Fouillard grognait. Et les Boches, ils n'en ont pas de canon, non? Tas de vieux jetons. Ça me fout en rogne d'entendre ça. Endurcis-toi, vieux cœur. Entends les cris perçants que poussent les blessés, au loin, agonisant. Homme, pouls de la terre, ô vermine tenace.
Nous traversons nos fils de fer par les passages. On ne tire pas encore sur nous. On se met à dégringoler la pente. Une accélération instinctive s'est produite dans le mouvement. Brusquement, devant nous, sur toute la largeur de la descente, de sombres flammes s'élancent en frappant l'air de détonations épouvantables. En ligne, de gauche à droite, des fusants sortent du ciel, des explosifs sortent de la terre. C'est un effroyable rideau qui nous sépare du monde, nous sépare du passé et de l'avenir. On s'arrête, planté au sol, stupéfié par la nuée soudaine qui tonne de toutes parts. Puis, un effort simultané soulève notre masse et la rejette en avant, très vite. On trébuche, on se retient les uns aux autres, dans de grands flots de fumée. Avec de stridents fracas et des cyclones de terre pulvérisés, vers le fond où nous nous précipitons pêle-mêle, on voit s'ouvrir des cratères. Des rafales se déchaînent si monstrueusement retentissantes qu'on se sent annihilé par le seul bruit de ces averses de tonnerre, de ces grandes étoiles de débris qui se forment en l'air. On voit, on sent passer près de sa tête des éclats avec leurs cris de fer rouge dans l'eau. Un coup, je lâche mon fusil, tellement le souffle d'une explosion m'a brûlé les mains. Je le ramasse en chancelant et repars tête baissée dans la tempête à lueur fauve, dans la pluie écrasante des laves, cinglée par des jets de poussière et de suie. Les stridences des éclats qui passent vous font mal aux oreilles, vous frappent sur la nuque, vous traversent les tempes. On a le cœur soulevé, tordu par l'odeur soufrée. Les souffles de la mort nous poussent, nous soulèvent, nous balancent. On bondit, on ne sait pas où on marche. Les yeux clignent, s'aveuglent et pleurent. Devant nous, la vue est obstruée par une avalanche fulgurante qui tient toute la place. « 6 heures du matin. Le bombardement reprend. D'abord, ce ne sont que quelques 280 sur les premières lignes. Puis, vers 7 heures, le tir reprend de l'intensité. Décidément, le blessé du commandant est bien repéré. Les obus s'écrasent sur lui, tout comme si on les posait à la main. Les premières lignes sont pilonnées, sans arrêt. Quel va être le bilan des pertes ce soir au bataillon ? Lentement, la journée se passe. J'ai le cafard. Le commandant est soucieux, je ne l'ai encore jamais vu dans cet état. À chaque instant, il demande aux hommes qui sont juchés sur les derniers barreaux de l'échelle de le renseigner sur leurs tirs de l'artillerie qui fait rage. Il redoute une attaque, car il sait que ces compagnies qui sont squelettiques ont beaucoup souffert de la dernière période de tranchées. La nuit vient. Quelques coureurs de boyaux arrivent, ils ont passé dans le feu de barrage et c'est tout haletant qu'ils transmettent leurs renseignements. Nos pertes sont extrêmement importantes en tués et en blessés. Les hommes n'en peuvent plus et les plus cuirassés sont à leur tour démoralisés par ce feu d'enfer qui les hache sur place. Depuis plusieurs heures, nous n'avons plus de liaison avec le colonel. Les téléphonistes, au prix de la vie de 5 d'entre eux, ont réinstallé une ligne qui fonctionne une demi-heure. Pourquoi diable le colonel n'envoie-t-il personne au PC du commandant, puisque ce dernier ne répond plus? Peut-être a-t-il d'ailleurs envoyé quelqu'un. Peut-être les agents de liaison ont-ils été tués en route. Des coureurs que nous envoyons d'ici sont partis les uns après les autres. Aucun n'est revenu. Et le bombardement n'arrête pas. Nous sommes assourdis. Les nerfs de chacun sont tellement tendus à chaque instant que des discussions, voire des petites disputes s'élèvent à propos de choses insignifiantes. Les grenades et les fusées qui se trouvaient à l'entrée du poste éclatent ou prennent feu.
Une fumée intense, âcre, envahit l'abri. Nous sortons nos masques. Le père Rouanet, qui n'aime pas exposer son monde inutilement, donne cependant l'ordre à Savatin et à Dupuis d'aller aux nouvelles. Il leur donne l'ordre d'une voix ferme, sèche, bien qu'il envoie 2 hommes à la mort. Mes petits, il faut absolument aller voir ce qui se passe. Partez, et bonne chance. Mes camarades nous serrent à tous la main et montent tranquillement. Je dois avouer que je suis très impressionné par leur calme. Ils savent que là-haut, le terrain est balayé par une rafale d'acier. Ils savent aussi qu'il n'y a pas le moindre boyau. Ils savent enfin qu'ils ne reviendront pas. Ils ne sont jamais revenus. Depuis ce matin, quelle canonnade! C'est un sale secteur pour les gaz. Les Boches nous en ont lancé. C'est effrayant de voir les malheureux qui en ont respiré se rouler par terre, étouffant, se déchirant les vêtements et ne pouvant plus causer. Heureusement que ce supplice ne dure que quelques minutes. C'est une mort effroyable. J'ai encore devant les yeux la vision de ces pauvres camarades. Depuis, nous en avons envoyé, nous aussi. Et ça n'en finit plus. Vers un village de l'arrière s'en allaient 4 bombardiers. Ils étaient couverts de poussière depuis la tête jusqu'aux pieds. Ils regardaient la vaste plaine en parlant entre eux du passé et ne se retournaient qu'à peine quand un obus avait toussé. Tous 4 de la classe 16 parlaient d'antan, non d'avenir. Ainsi se prolongeait l'ascèse qui les exerçait à mourir. Lettre du 30 avril 1917 d'Émilie Cibaud. Mon chéri, c'est encore moi qui viens bavarder avec toi ce soir. 10h30, je vais t'empêcher de dormir? Hélas, non, car tu ne recevras ma lettre que dans 2 jours. Ce soir, peut-être encore plus que les autres soirs, je te cherche. Pourquoi? Je n'en sais rien. J'aurais pensé que petit à petit, sans m'habituer à ton absence, je souffrirais un peu moins de l'éloignement. Mais je m'aperçois qu'au contraire, au fur et à mesure que les jours succèdent aux jours, je suis plus triste. Cet après-midi, sur la pelouse ensoleillée, tandis que maman s'était éloignée avec Yves, restée seule avec Marcel, j'avais de la peine à retenir mes larmes. Ce soir, je puis bien pleurer à ma guise. Je suis seule. Nos chers petits dorment de leur sommeil d'ange, et je n'ai pu résister à venir t'écrire. Il me semble qu'alors mes pensées sont moins sombres, que je me rapproche un peu de toi. Où sont-ils les soirs d'autrefois? Que je me sens petite, que je voudrais être près de toi. Mais au lieu de te raconter un tas de choses pas gaies, si je te parlais de nos tout petits. Aujourd'hui, il faisait beau, même tiède. Ce matin, nous avons porté ta lettre, puis après déjeuner, nous avons été au bois. Sorette a été sage comme un petit ange. Elle est restée dans sa voiture, bien gentiment. Nous faisions la causette de temps en temps, toutes les deux, moi faisant les demandes et les réponses, bien entendu. Elle riait aux éclats.
Yves avait emporté son grand chariot, sa grande pelle, ses petits seaux. Aussi a-t-il pioché toute l'après-midi. Au cours d'une de ses promenades, il a rapporté une petite violette qu'il m'a chargé de t'envoyer dans ma lettre, dans notre lettre, comme il dit si bien. Tu diras à papa que j'ai été promener avec Tata, que nous avons trouvé une seule violette et je te la donne pour lui. Quand Serette sera plus grande, elle en cueillera aussi. Et alors, à nous deux, on fera un gros bouquet. Ce sera beau, beau. Du moment que ce sera beau, beau. C'est toujours beau avec Yves. Je m'empresse de faire la commission. Je sais combien cette gentille attention de notre grand garçon te fera plaisir. Sais-tu qu'il devient prévenant avec sa mère? Je suis arrivée un peu après lui, ayant pris un autre chemin à cause de la voiture. Il est accouru au-devant de moi et m'a aidé à pousser la voiture sur l'herbe en me disant « Attends, maman, c'est trop dur pour toi, je vais t'aider. » Le temps passe. Voici déjà longtemps que le piano s'est tu en bas. La rue est calme, plus de train. Je vais te quitter, mon chéri, pour aller dormir, seule dans notre grand lit, où je me sens bien petite, va, je t'assure. Allons, au revoir, ou plutôt, bonsoir, mon aimé. Que ne suis-je près de toi pour te dire vraiment bonsoir? Que ce sera bon de reprendre la vie d'autrefois, l'un près de l'autre. Tu dois à cette heure dormir, sans doute, après une journée fatigante. Comment va ta tête? Je t'embrasse bien tendrement. Je t'envoie 1000 et 1000 baisers, ne pouvant le faire réellement. Que cette lettre te porte avec elle la petite violette cueillie par notre Yves, notre pensée bien affectueuse et les vœux ardents que je forme pour le retour définitif. À bientôt de tes bonnes nouvelles. Tout à toi, Émilie. J'ai cueilli pour toi, proche de ma tranchée, ces jolies fleurs bleues, myosotis d'azur, qu'avril a fait naître. En vous les offrant, je vois apparaître la jolie couleur de vos yeux si doux. J'ai cueilli pour vous, proche de ma tranchée, ces jolies fleurs bleues, myosotis d'amour. Et quand viendra mai ou ma tendre amie, je vous offrirai du muguet tout blanc, cueilli dans les Flandres, ou dans les grands bois depuis septembre. Nous luttons pour tous, alertes et confiants. Et quand viendra mai, ô ma tendre amie, je vous offrirai du muguet tout blanc. Si je vois juillet baigné de lumière, mon envoi sera de coquelicots aux rouges pétales, fleurs de messidor cueillies sous les bades et teintées du sang de tous nos héros. Si je vois juillet baigné de lumière, mon envoi sera de coquelicots. Puis toutes ces fleurs aux couleurs de France feront un bouquet, souvenir très pieux. Si la mort brutale m'emportait un jour dans une rafale, en pensant à vous, je fermerai les yeux. Puis toutes ces fleurs aux couleurs de France feront un bouquet, souvenir très pieux. L'enfer des tranchées n'était pas un vain mot. C'était dans un profond boyau d'arrière. Il tombait une pluie torrentielle.
On était brouillé, noyé et bousculé par l'inondation. On mangeait debout à la file, sans abri, en plein ciel liquéfié. On mangeait en se cachant autant que possible les mains et la figure sous les capuchons. L'eau grêlait, sautait et venait, tantôt brutalement et tantôt sournoisement, détrempait nos personnes et notre nourriture. Les pieds s'enfonçaient de plus en plus, prenaient largement racine dans leur ruisseau qui courait au fond du fossé argileux. Quelques têtes riaient, la moustache dégoulinante, d'autres grimaçaient d'avaler du pain spongieux et de la viande lessivée, et d'être cinglés par les gouttes qui leur assaillaient de tous côtés la peau au moindre défaut de leur épaisse cuirasse bourbeuse. Il nous faut veiller à notre pain. Les rats se sont beaucoup multipliés ces derniers temps, depuis que les tranchées ne sont plus très bien entretenues. Les rats sont ici particulièrement répugnants, du fait de leur grosseur. C'est l'espèce qu'on appelle rats de cadavre. Ils ont des têtes abominables, méchantes et pelées, et on peut se trouver mal rien qu'à voir leurs queues longues et nues. Ils paraissent très affamés. Ils ont mordu au pain de presque tout le monde. Crope tient le sien enveloppé dans sa toile de tente, sous sa tête. Mais il ne peut pas dormir parce qu'il lui court sur le visage pour arriver au pain. Détring a voulu être plus malin. Il a fixé au plafond un mince fil de fer et il y a suspendu sa musette avec son pain. Lorsque pendant la nuit, il presse le bouton électrique de sa lampe de poche, il aperçoit le fil en train d'osciller. Un rat bien gras est à cheval sur son pain. Finalement, nous prenons une décision. Nous coupons soigneusement les parties de notre pain qui ont été rongées par les bêtes. Nous plaçons par terre, au milieu de notre abri, les tranches de pain ainsi coupées, toutes ensemble. Chacun prend sa pelle et s'allonge, prêt à frapper. Tétering, Crope et Cat tiennent dans leurs mains leurs lampes électriques. Au bout de quelques minutes, nous entendons les premiers frottements de rats qui viennent mordiller le pain. Le bruit augmente. Il y a là maintenant une multitude de petites pattes. Alors, les lampes électriques brillent brusquement et tout le monde tombe sur le tas noir qui se disperse en poussant des cris aigus. Avec la charmante impudeur des soldats, deux copains, le torse nu, cherchent leur pouls. Véron tient sa flanelle à bout de bras, comme un peintre regarde une toile, et le nez froncé, l'œil fixe, il inspecte son linge. Puis, quand il a découvert la bête, il joint rapidement les pouces et clac, il l'écrase. Brooke, au contraire, examine sa chemise, pli par pli, le nez dessus, et chasse posément. Quand il en débusque un gros, il pousse un cri. « Corin qui ne m'attrape lui !» Véron, dont les ongles claquent, compte à haute voix. 32, 33, 27, 28, réplique tranquillement le gars du Nord. Sulfard les suit des yeux en connaisseur. Tu verras que ce sera Véron qu'on aura le plus. Il a le sang plus chaud. C'est encore rien, cela. On en a eu des rouges, des poux d'arbi. C'est les plus féroces, ceux-là, ça vous bouffe le sang. Et puis, ça donne des maladies. Tandis que les autres, ça tirerait plutôt les mauvaises humeurs. Il n'y a rien de meilleur pour la santé, ajoute un camarade instruit qui retire sa chemise pour commencer sa battue. Ça vous suce le mal.
Lettre de Jules Grosjean, octobre 1915. Je crois n'avoir jamais été aussi sale. Ce n'est pas ici une boue liquide comme dans l'Argonne, c'est une boue de glaise épaisse et collante, dont il est presque impossible de se débarrasser. Les hommes se brossent avec des étrilles. Par ces temps de pluie, les terres des tranchées, bouleversées par les obus, s'écroulent un peu partout et mettent au jour des cadavres, dont rien, hélas, si ce n'est l'odeur, n'indiquait la présence. Partout, des ossements et des crânes. Pardonnez-moi de vous donner ces détails macabres. Ils sont encore loin de la réalité. Le capitaine nous installe dos à dos dans le boyau, assis sur nos sacs. Nous sentons la neige qui vient de se mettre à tomber, serrer, fondre dans notre cou. Nous cherchons à dormir, harassés, fourbus, mais la douleur de l'ankylose et le froid viennent nous infliger un autre supplice et nous ne pouvons fermer l'œil. Il y a déjà près de 10 cm de neige dans le boyau et sur nos vêtements. Nous avons froid, faim et soif. Nous sommes déprimés. Et la tristesse du jour gris qui commence, sans envoi de ravitaillement, ne nous ranime guère. Je m'étais fait à l'idée que je n'aurais pas le temps. Depuis que je suis monté au front, je m'étais dit que c'était la règle ici. C'est pour cela que je souris, parce que le temps, contre toute attente, m'est offert. J'ouvre grand les yeux, le ciel est une tache d'encre de Chine. Je sens mon corps lourd s'enfoncer doucement dans la terre. Je n'aurai jamais la force de lever les bras. Pourtant, j'aimerais jouer du bout des doigts avec une de ces étoiles. Mais la terre s'ouvre sous moi. La terre se dérobe et m'aspire. Cela n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que j'ai le temps. Alors j'ouvre grand les yeux pour que le ciel entier y tienne, et je dis les noms sacrés des miens, les noms sacrés dans ma langue de ceux que j'aime et que je quitte. Je n'ai pas envie de pleurer, pas envie de m'agiter. J'aurais eu le temps. Et je remercie la terre de ne pas m'avoir avalé trop vite. Je n'avais jamais pensé voir cela, que la guerre se fasse ainsi. Et personne jamais ne m'avait préparé à cela, ni à l'école des officiers, ni ailleurs. Pourtant, de la guerre, je sais bien des choses. Je connais le nom de toutes les armes, je sais la grande histoire des batailles, j'ai choisi mes héros et mes ennemis. Je voulais faire la guerre et je le veux encore.
Mais je regarde mes hommes s'affairer dans cette tranchée et je vois des soldats termites et creuser la terre, s'enfoncer le plus profond possible sous le niveau de la surface du sol n'est pas une manière de faire la guerre, mais juste peut-être une façon de ne pas la perdre. Et je n'aime pas cela. Bon, je le fais bien sûr, j'obéis, mais je n'aime pas cela. L'ennemi est là, à portée de voix, il creuse lui aussi, pour se cacher comme nous. Est-ce celui qui aura creusé le plus profond qui gagnera la guerre? Je vous écris, ma chère maman, durant que pour un bon moment, notre section est bien cachée dans la tranchée. Tous poibileux, tous bons copains, on est là comme des petits lapins, face au pusco, toute une nichée dans la tranchée. C'est vraiment le petit trou pas cher, y a pas à dire c'est la grandeur, quoique la vue soit un peu bouchée dans la tranchée. Mais par l'orchestre d'un casino, par les tziganes ou le piano, on n'a pas l'oreille écorchée dans la tranchée. Nos 75, nos rimaillots, nous berçant de leur trémolo, on rêve à la France revanchée dans la tranchée. L'un de nous est mort joyeux, en s'écriant « Tout est au mieux, voilà ma tombe toute piochée dans la tranchée. » Le vieux Montpois est assoupi dans un coin. C'est une heure chaude et tranquille, de bon repos. On est bien. Je m'étire paresseusement comme un chien qui se chauffe et je m'assieds contre le lit, un bras sur le dossier, un bras sur le matelas. On se sent à l'abri de tout. Il suffit de tirer les gros rideaux et d'allumer la lampe pour se sentir chez soi et ne plus rien craindre. Par prudence, on met encore une toile de tente devant la fenêtre. La nuit n'aura rien de notre chaleur, pas un fil de notre lumière. On est chez soi, loin du danger, loin de la guerre. Les énormes rondins des Gourbis craignent l'obus et s'arc-boutent. Ici, c'est un joli mur tendu de papier rose qui nous protège. On a confiance. Mieux que par tous les parapets, on se sent défendu par cette lumière qui vous semble si belle après la lueur jaune et dansante des bougies. On se sent défendu par le feu qui ronfle, par la marmite qui fume, par tout cet humble bonheur, et même par cette odeur provocante d'oignons, tout pareils à de petits fruits blancs dans une assiette. Un vrai dîner de famille, de ces dîners d'hiver plus intimes, plus cordiaux que les autres, où le bonheur frileux vient se blottir près du feu. Sommes-nous des soldats? À peine, on l'oublie. Insoucieux, solides, nos 25 ans éclatent de rire. La vie est un grand champ devant nous où l'on va courir. Mourir? Allons donc, lui mourra peut-être, et le voisin et encore d'autres, mais soit, on ne peut pas mourir, soit. Cela ne peut pas se perdre d'un coup, cette jeunesse, cette joie, cette force dont on déborde. On en a vu mourir 10, on en verra toucher 100. Mais que son tour puisse venir, d'être un tas bleu dans les champs, on n'y croit pas. Malgré la mort qui nous suit et prend quand elle veut, ce qu'elle veut, une confiance insensée nous reste. Ce n'est pas vrai.
On ne meurt pas. Est-ce qu'on peut mourir quand on rit sous la lampe, penché sur un plat d'où monte un parfum vert de pimprenelle et d'échalotes? La nuit descend comme une fumée rabattue. Je suis triste ce soir que le froid sec rend triste. Les soldats chantent encore avant de remonter, et tels qui vont mourir demain chantent, ainsi que des enfants. D'autres, l'air sérieux, épluchent les salades. J'attends de nouveaux poux et de neuves alertes. J'espère tout le courage qu'il faut pour faire son devoir. J'attends la banquette de tir. J'attends le quart nocturne. J'attends que monte en moi la simplicité de mes grenadiers. J'attends le grog à l'agneau qui nous réchauffe dans les tranchées. La nuit descend comme une fumée rabattue. Les lièvres et les as bouquinent dans les guérets. La nuit descend comme un agenouillement, et ceux qui vont mourir demain s'agenouillent humblement. L'ombre est douce sur la neige, la nuit descend sans sourire, ombre des temps qui précèdent et poursuit l'avenir. Dans les deux camps, les soldats s'interrogent. Lettre d'Étienne Tanti. Voilà bientôt 6 mois que ça dure. 6 mois. Une demi-année qu'on traîne entre vie et mort. Jour et nuit, cette misérable existence qui n'a plus rien d'humain. 6 mois, et il n'y a encore rien de fait. Aucun espoir. 6 mois qu'on a quitté le fort, et l'on est un peu moins avancé qu'au lendemain du Châtelet. Tout est à recommencer. Tout cela n'a été qu'un prélude. Nous n'en sommes donc encore qu'au prologue de la tragédie dont le premier acte commencera au printemps. Alors, les canons seront prêts et dans l'arène lamentable des tranchées, la boucherie néronienne reprendra plus sanglante que jamais. Et pareil aux esclaves antiques, on ne nous tirera de nos cachots que pour nous jeter en pâture aux monstres d'acier. Et ce sera au retour du printemps, au renouveau de la terre. Et pourquoi tout ce massacre? Est-ce la peine de faire attendre la mort si longtemps à tant de milliers de malheureux après les avoir privés de la vie pendant des mois? Hier ou avant-hier, au rapport, on a lu des lettres de prisonniers Boche. Pourquoi, je n'en sais rien, car elles sont les mêmes que les nôtres. La misère, le désespoir de la paix, la monstrueuse stupidité de toutes ces choses. Ces malheureux sont comme nous, les Boches. Ils sont comme nous, et le malheur est pareil pour tous. Il y a des gens qui, cependant, aiment la boucherie. Et l'autre jour, le matin, publiait avec force détail et éloge les exploits des Baddaf dans une tranchée Boche. Ah, c'est écœurant. Mais quand on songe que ça trouve des lecteurs, que peut-on espérer?
Une splendide journée de printemps. Un air embaumé qui vous attire dehors irrésistiblement. Oh, fuir la ville embrumée, oubliez pour un instant cette guerre qui vous oppresse, allez dans la nature, tâchez de sentir qu'il y a encore dans le monde quelque chose de beau et de bon. Illusion, que tes ailes sont fragiles. Cette fine silhouette qui glisse là devant moi, n'est-ce pas mon amie Marguerite? Tout en noir, mon Dieu, est-ce que son fiancé, son frère? Vite, je la rattrape. Marguerite! Le visage qu'elle tourne vers moi m'en dit assez. Je passe mon bras sous le sien. Votre, je n'ose toucher le pire. Votre frère? Oui, Georges. Quand cela? Je n'ai rien su. Nous avons eu la nouvelle officielle mardi dernier. Et jeudi, un de ses camarades venu en permission nous a raconté les détails. C'est inhumain, c'est fou. Sa voix est lourde de sanglots. Je serre mon bras contre moi. Contre elle, impossible de rien dire. Nous marchons longtemps ainsi, silencieuses. Arrivée à l'endroit isolé où je voulais entendre chanter la nature, où je voulais vibrer avec la vie, Marguerite me raconte l'histoire de la mort. Vous savez que Georges était dans les tranchées, une guerre tout autre que celle dont on nous chantait les merveilles à l'école. Ils vivent des semaines dans l'humidité et la boue. Ils tiennent le terrain. De temps en temps, afin qu'ils n'oublient pas pourquoi ils sont là, ils reçoivent une grêle de mitraille, quelques balles ou l'éclat d'un obus égaré. Naturellement, ils répondent de la même manière. Et l'ennemi est à quelques mètres, là, dans l'autre tranchée. Ils s'ennuient à mourir, d'un côté comme de l'autre. Aussi, comme ils ont des cœurs d'hommes, ils ont fini par fraterniser. Ça a commencé par des paroles jetées d'une tranchée à l'autre. Puis, ils se sont lancés du chocolat, des cigarettes. C'est interdit, mais ils le font quand même. Comme Georges parlait plusieurs langues, il était souvent mis à contribution. Ainsi se nouèrent presque des amitiés. Et enfin, un beau jour de printemps comme aujourd'hui, n'y tenant plus, oubliant devant la nature en renouveau que la mort fut possible, ils se sont glissés hors des tranchées. Ils se sont approchés les uns des autres. Ils se sont serrés la main. Ils ont fêté ensemble le retour du printemps. N'était-ce pas naturel? Mais la guerre ne veut pas ce qui est naturel. Un coup de sifflet retentit. Tous bondissent, sautent dans leurs tranchées respectives. Georges veut lancer un dernier adieu aux camarades, que dis-je, à l'ennemi avec lequel il causait tout à l'heure. Il sort la tête de la tranchée, une balle lui perce le front. Mort instantanée. Son dernier adieu. Marguerite sanglote. N'est-ce pas fou qu'on les oblige à cela? La gorge serrée, je ne puis parler. Au-dessus de nous, un oiseau gazouille. Et la nature chante, sans souci de nos cœurs en révolte. Seul l'hôpital montre bien ce qu'est la guerre. Je suis jeune, j'ai 20 ans, mais je ne connais de la vie que le désespoir, l'angoisse, la mort et l'enchaînement de l'existence la plus superficielle et la plus insensée à un abîme de souffrance. Je vois que les peuples sont poussés l'un contre l'autre et se tuent sans rien dire, sans rien savoir, follement, docilement, innocemment. Je vois que les cerveaux les plus intelligents de l'univers inventent des paroles et des armes pour que tout cela se fasse d'une manière encore plus raffinée et dure encore plus longtemps. Et tous les hommes de mon âge, ici et de l'autre côté, dans le monde entier, le voient comme moi. C'est la vie de ma génération, comme c'est la mienne. Que feront nos pères si un jour nous nous levons et nous nous présentons devant eux pour réclamer des comptes? Qu'attendent-ils de nous lorsque viendra l'époque où la guerre sera finie? Pendant des années,
Nous n'avons été occupés qu'à tuer. Ça a été là notre première profession dans l'existence. Notre science de la vie se réduit à la mort. Qu'arrivera-t-il donc après cela? Et que deviendrons-nous? Lettre de Franz Blumenfeld de l'armée allemande, 2 mois avant sa mort. Je suis très touché de ce que tu me souhaites, une cotte de mailles impénétrable aux balles. Mais je n'ai pas la moindre crainte des balles et des obus. Je ne redoute que la grande solitude intérieure. J'ai peur de perdre ma foi dans l'humanité, en moi-même, au bien qui existe dans le monde. C'est affreux. Beaucoup plus dur que d'être exposé à toutes les intempéries, d'avoir à s'occuper soi-même de sa nourriture, de coucher dans une grange. Tout cela est peu de choses. Il m'est beaucoup plus dur de supporter la brutalité des gens entre eux. On souffre certainement en voyant les blessés, les cadavres d'hommes et de chevaux qui gisent de tous côtés. Mais cette impression douloureuse n'est de longtemps pas aussi forte ni aussi durable qu'on se le figurait avant la guerre. Cela doit tenir en partie à ce qu'on se rend compte de son impuissance en face de tout cela. Mais n'est-ce pas aussi que déjà on commence à devenir indifférent, à s'abrutir? Comment est-il possible que je souffre davantage de mon propre isolement que de la vue de tant d'autres souffrances? Peux-tu me comprendre? Que me sert d'être épargné par les balles et les obus si je perds mon âme? On va défiler dans le village, musique en tête. Le général est sur la place. Sur le talus, les têtes de gars couchés se redressèrent, indignés. Les éclopés se rapprochèrent. Quoi? La parade maintenant? Ils se foutent pas de nous? On n'est pas assez crevés comme ça? Ah non, le général veut compter ceux qu'il a pas fait tuer. Eh ben moi je ne marche pas. Sulfard criait plus fort que les autres. Oui, ils sont bons qu'à faire des cavalcades. Il n'y a qu'au tranche-caille qu'on les voit pas. Hein. Faire une revue après ce qu'on vient de se tasser, on ne devrait pas marcher. Comme ils discutaient, une automobile s'arrêta et Berthier en descendit. On en a marre, mon lieutenant, lui déclara Sulfard avec une ferme dignité d'homme libre. On ne se ressent pas pour défiler devant les pecnos. Allons, mes vieux. Sac au dos. Il y a un bataillon de jeunes recrues qui est cantonné là. Il faut leur montrer que nous ne sommes pas un régiment de petites filles. Le régiment s'ébranla. En tête, la musique jouait la marche du régiment. Et à la reprise victorieuse des clairons, il me sembla que les dos se redressaient. Le départ avait été pesant, mais déjà la cadence se faisait plus nette et les pieds talonnaient la route d'un rythme régulier. C'étaient des mannequins de boue qui défilaient, godillots de boue, capotes de boue et des bidons pareils à de gros blocs d'argile. Un défilé de revenants. Une femme pleura, puis d'autres,
puis toutes. C'était un hommage de larmes, tout le long des maisons. Et c'est seulement en les voyant pleurer que nous comprîmes combien nous avions souffert. Un triste orgueil vint au plus fruste. Toutes les têtes se redressèrent, une étrange fierté aux yeux. La musique nous entraînait à plein cuivre, tambour roulant. Les plus fourbus semblaient revivre, et on les sentait tout prêts à crier « C'est nous qui avons fait l'attaque, c'est nous qui revenons de là-haut ». Sur la place, le bataillon de jeunes était rangé, capote neuve, baïonnette au canon. Le général s'était levé sur ses étriers, et d'un grand geste de théâtre, d'un beau geste de son épée nue, il salua notre drapeau troué. Il nous salua. Le régiment, soudain, ne fut plus qu'un être unique, une seule fierté, être ceux qu'on salue, fiers de notre bout, fiers de notre peine, fiers de nos morts. Ces Allemands accroupis sur la route, têtus et tirailleurs, tiraient mal. Mais ils semblaient avoir des balles à en revendre, des pleins magasins sans doute. La guerre, décidément, n'était pas terminée. Notre colonel, il faut dire ce qui est, manifestait une bravoure stupéfiante. Il se promenait au bon milieu de la chaussée, et puis de long en large parmi les trajectoires, aussi simplement que s'il avait attendu un ami sur le quai de la gare, un peu impatient seulement. Moi, d'abord, la campagne, faut que je vous le dise, tout de suite, jamais j'ai pu la sentir. Je l'ai toujours trouvée triste, avec ces bourbiers qui n'en finissent pas, ces maisons où les gens n'y sont jamais, et ces chemins qui vont nulle part. Mais quand on y ajoute la guerre en plus, c'est à pas y tenir. Le vent s'était levé, brutal, de chaque côté des talus, et les peupliers mêlaient leurs rafales de feuilles au petit bruit sec qui venait de là-bas sur nous. Ces soldats inconnus nous rataient sans cesse, mais tout en nous entourant de 1000 morts. On s'en trouvait comme habillés. Je n'osais plus remuer. Le colonel, c'était donc un monstre. À présent, j'en étais assuré. Pire qu'un chien. Il n'imaginait pas son trépas. Je conçus en même temps qu'il devait y en avoir beaucoup des comme lui dans notre armée. Des braves. Et puis tout autant, sans doute, dans l'armée d'en face. Qui savait combien? 1, 2, plusieurs millions peut-être. Dès lors, ma frousse devint panique. Avec des êtres semblables, cette imbécilité infernale pouvait continuer indéfiniment. Pourquoi s'arrêterait-il? Jamais je n'avais senti plus implacable la sentence des hommes et des choses. Dis donc, le moine, demande Sulfare, assis sur le créneau de bois blanc qui lui sert d'escabeau. Une supposition qu'on te dirait, vous allez rentrer chez vous, seulement il faudra faire la route à reculons, avec un gros rondin sur le dos en plus du sac complet, et sans godasse. Tu marcherais? Sûrement que je marcherais, accepte le moine, sans hésiter. Et toi, si on te disait, la guerre sera finie pour toi seulement, t'as plus le droit de boire de vin ni d'eau de vie jusqu'à ce que tu meurs. Qu'est-ce que tu dirais? Sulfare réfléchit un moment. Un obscur combat doit se livrer dans son âme. Je pourrais toujours boire du cidre, pas vrai? Et puis en douce, ça ne m'empêcherait pas de me mettre un vieux coup de rhum dans le col. Je dirais oui.
Les voilà lancés dans les suppositions insensées, les hypothèses absurdes qui pendant des heures les font parler, bercés de fabuleux espoirs. La volière est ouverte, les rêves les plus saugrenus vont s'envoler. De supposition en supposition, ils en arrivent à offrir un membre, à sacrifier un peu de leur peau pour sauver le reste. Chacun choisit sa blessure, un œil, une main, une jambe. Mais, dit Brooke, en se grattant, je donnerai ma pied gauche. Je n'ai pas besoin de main pied pour travailler à cuve. Et puis, vous corneux rentrez à cloche-pied, point rentrez du tout. J'aimerais mieux avoir un œil crevé, moi, dit Fouillard. À quoi que ça sert d'abord d'avoir deux yeux? Tu vois aussi bien avec un. Tu vois même mieux. À preuve que t'en faire main pour mieux viser. Non, un œil, ça ne se touche pas, dit Sulfare, qui a des principes. Une bonne jambe assez amochée, c'est ce qu'il y a de mieux. Seulement, comme si t'attends les brancardiers, t'es sûr de cramser sur le tas, voilà comment que je ferais. Il prend deux lebelles, aux culasses emmaillotées de flanelle, et sa crosse sous l'aisselle, s'en servant comme de béquille, il se met à sautiller dans le gourbi, une jambe morte, en geignant d'une voix aiguë. « Oula, oula, laissez-moi passer, les gars !» Mais tout cela ne convainc pas le ch'timi têtu. C'est qu'aurait le pied qui vaut le mieux. Eh bien, moi, dit le père Hamel, je veux leur laisser ni pied, ni patte, ni rien. Lettre du lieutenant Henri Herdurin, 11 juin 1916. Ma petite femme adorée, nous avons, comme je te l'ai dit, subi un échec. Tout mon bataillon a été pris par les Boches, sauf moi et quelques hommes. Et maintenant, on me reproche d'en être sorti. J'ai eu tort de ne pas me laisser prendre également. Maintenant, le colonel Bernard nous traite de lâches. Les deux officiers qui restent, comme si à 30 ou 40 hommes, nous pouvions tenir contre 800. Enfin, je subis mon sort, je n'ai aucune honte. Mes camarades qui me connaissent savent que je n'étais pas un lâche. Mais avant de mourir, ma bonne Fernande, je pense à toi et à mon fils Luc. Réclame ma pension, tu y as droit. J'ai ma conscience tranquille. Je veux mourir en commandant le peloton d'exécution devant mes hommes qui pleurent. Je t'embrasse pour la dernière fois, comme un fou. Crie après ma mort, contre la justice militaire. Les chefs cherchent toujours des responsables, ils en trouvent pour se dégager. Mon trésor adoré, je t'embrasse encore d'un gros baiser, en songeant à tout notre bonheur passé. J'embrasse mon fils aimé qui n'aura pas à rougir de son père, qui avait fait tout son devoir. De Saint-Roman m'assiste dans mes derniers moments. J'ai vu l'abbé Heinz avant de mourir. Je vous embrasse tous, toi encore, ainsi que mon fils Luc. Dire que c'est la dernière fois que je t'écris. Oh mon bel ange, sois courageuse, pense à moi, et je te donne mon dernier et éternel baiser. Ma main est ferme, et je meurs, la conscience tranquille. Adieu. Je t'aime. Je serai enterré au bois de Fleury, au nord de Verdun. De Saint-Roman pourra te donner tous les renseignements. Parler d'un ministère et des lettres et des beaux-arts. Je vous réponds que c'est la guerre avec tous ses hasards. Que pensez-vous donc, chers confrères, de celui-ci qu'il faudrait faire et qui serait le ministère
des embusqués et des froussards. Signé Guillaume Apollinaire. À l'heure du dîner, les restaurants étaient pleins. Et si, passant dans la rue, je voyais un pauvre permissionnaire, échappé pour 6 jours au risque permanent de la mort et prêt à repartir pour les tranchées, arrêter un instant ses yeux devant les vitres illuminées, je souffrais, comme à l'hôtel de Balbec quand des pêcheurs nous regardaient dîner. Mais je souffrais davantage, car je savais que la misère du soldat est plus grande que celle du pauvre, les réunissant toutes, et plus touchante encore, parce qu'elle est plus résignée, plus noble, et que c'est d'un hochement de tête philosophe, sans haine, que prêt à repartir pour la guerre, il disait, en voyant se bousculer les embusqués retenant leur table, « On ne dirait pas que c'est la guerre ici. » Je m'étais imaginé la permission de manière différente. Je ne me trouve plus à mon aise ici. C'est pour moi un monde étranger. Les uns vous questionnent, les autres ne vous questionnent pas, et on voit qu'ils sont fiers de cette attitude. Souvent ils disent eux-mêmes, du ton de quelqu'un qui comprend les choses, qu'il n'est pas possible de parler de cela, et en même temps ils affectent un petit air de supériorité. Ce que je préfère, c'est être seul, alors personne ne m'ennuie. Pour moi, les gens parlent trop. Ils ont des soucis, des buts, des désirs que je ne puis concevoir comme eux. Parfois je suis là, assis avec l'un d'eux dans le petit jardin du café, j'essaie de lui expliquer que l'essentiel en somme, c'est de pouvoir être là, assis tranquillement. Naturellement, ils comprennent cela, ils le reconnaissent, ils l'admettent aussi, mais chez eux, ce ne sont là que des paroles. Des paroles, et voilà la différence. Oh, ils le sentent bien, mais à moitié. L'autre moitié d'eux-mêmes est occupée ailleurs. Quand je les vois ainsi dans leur chambre, dans leur bureau ou à leurs affaires, cela m'attire irrésistiblement. Je voudrais être comme eux et être avec eux et oublier la guerre. Mais en même temps, cela me répugne. Il y a là tant d'étroitesse. Comment tout cela peut-il être ainsi, pendant que là-bas les éclats d'obus sifflent au-dessus des entonnoirs et que les fusées montent dans le ciel, pendant que les blessés sont tirés sur les toiles de tente et que les camarades s'abritent dans les tranchées? Ici, ce sont d'autres créatures. Des créatures que je ne comprends pas très bien, qu'à la fois j'envie et je méprise. Quand au bout de 8 jours, le repos terminé, on va reprendre les tranchées, notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros comme dans un sanglot, on dit adieu au civelot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes.
c'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau, car nous sommes tous condamnés, c'est nous les sacrifiés. 8 jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève, que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance, c'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau, car nous sommes tous condamnés, c'est nous les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font leur foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher tous ces embusqués, ferait mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres puritains. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau, car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau. C'est vrai, on oubliera. Oh, je sais bien, c'est odieux, c'est cruel. Mais pourquoi s'indigner? C'est humain. Oui, il y aura du bonheur, il y aura de la joie sans vous. Car, tout pareil aux étangs transparents dont l'eau limpide dort sur un lit de bourbe, le cœur de l'homme filtre les souvenirs et ne garde que ceux des beaux jours. La douleur, les haines, les regrets éternels, tout cela est trop lourd. Tout cela tombe au fond. On oubliera. Les voiles de deuil, comme des feuilles mortes, tomberont. L'image du soldat disparu s'effacera lentement dans le cœur consolé de ceux qu'ils aimaient tant. Et tous les morts mourront pour la 2e fois.